vous indiquant que nous sommes dorénavant enregistrés. Bien, donc je me présente, moi je suis Benoît Lepage, je suis le référent service civique pour la région du Grand Est, donc je travaille pour l'État, pour Jeunesse et Sport, je préfère le dire comme ça puisque notre entité Jeunesse et Sport a été beaucoup transvasée de ministère en ministère. Nous sommes aujourd'hui à l'Éducation nationale, nous étions il y a 2 ans au ministère des Sociaux. Voilà, Jeunesse et Sport, je crois, parle à peu près à tout le monde historiquement. Et ça fait 7 ans que je suis sur la région et que je coordonne ce joli programme d'engagement. Voilà, on a décidé de lancer cette initiative de webinaire. Quand je dis on, c'est avec le conseil régional, et notamment Céline Arnsbach, que je vais laisser se présenter juste après. Nous le dédions effectivement principalement aux collectivités territoriales et notamment celles installées en milieu rural, parce que nous développons des actions et des financements liés à l'engagement de la jeunesse en milieu rural. On vous en dira plus ultérieurement. Ce webinaire a deux grands axes aujourd'hui. Ma partie avec laquelle je vais commencer, quelque chose de plutôt général sur ce que c'est que le service civique, un peu d'histoire et notamment quelles sont les démarches dans les grandes lignes pour accueillir des jeunes au sein de ces murs. Et puis une seconde partie qui sera plutôt présentée par Céline, sur l'appel à projet État-région que nous lançons chaque année pour soutenir des initiatives d'engagement de la jeunesse en milieu rural. Elle vous présentera les axes de cet appel à projet qui est ouvert aux collectivités. Ce webinaire est organisé aussi parce que le développement en fait de l'engagement au sein des collectivités est un enjeu majeur, en tout cas pour les services de l'État depuis à peu près 8 ans. Statistiquement, les collectivités accueillent moins de jeunes en service civique que le tissu associatif ou les autres organismes en mesure de le faire. Donc c'était intéressant pour nous d'organiser ce webinaire que nous pourrons renouveler par la suite. Je remercie également le réseau rural, donc, qui est un service qui va aussi se présenter à vous et qui vous dira un petit peu ces lignes directrices et sa manière d'interagir avec le zonage rural du Grand Est. Donc je vais laisser peut-être la parole à Céline Arnsbach qui va se présenter à vous dans un premier temps. Voilà, merci. Merci beaucoup Benoît, bonjour à toutes et tous et merci de participer à ce webinaire. Donc de mon côté, je travaille au service jeunesse de la région Grand Est sur le site de Strasbourg depuis un petit peu plus de 2 ans et demi et je suis chargée du suivi d'un dispositif, de celui dont vient de parler Benoît, le dispositif service civique en milieu rural qui existe depuis bien plus longtemps que mon arrivée, puisque j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est un dispositif qui existe depuis 2017, à l'origine à destination des associations, mais depuis peu à destination des collectivités territoriales. Et donc c'est aussi l'objectif de ce webinaire en deuxième partie, de le présenter, de vous le présenter. Ces différents axes et ce qu'il est possible de faire à travers le financement proposé. Donc voilà, ravi de participer à ce webinaire et je cède la parole à mes collègues de la région, Louise et Clémentine sur le réseau rural. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Louise Blum, agent région également, en charge de l'animation du réseau rural avec ma collègue ici présent qui gère plutôt le chat aujourd'hui. Peut-être juste en 2 mots, le réseau rural Grand Est, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de la Commission européenne qui tient à mettre en réseau, en lien, l'ensemble des acteurs du monde rural. Donc on travaille de concert avec, par exemple, les animateurs des GAL, les groupes d'action locale. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 présents aujourd'hui, qui sont en charge des fonds leaders, des fonds européens leaders, mais on travaille également avec les parcs nationaux, régionaux, les parcs naturels régionaux, les pays PETR, certains EPCI ruraux, voilà.
Je vous invite à aller sur notre page internet Réseau Rural Grand Est. On y publie régulièrement des actualités sur ce qui se passe en ruralité à l'échelle régionale, mais aussi on relaie des informations de l'échelle nationale et européenne, bien entendu. On a également une newsletter, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez la recevoir. Voilà, on est à votre disposition pour toute question, pour toute relative à la ruralité en Grand Est. Et on est ravis du coup d'être partenaire de ce webinaire-là. Ça s'inscrit dans un cycle en fait de rencontres sur la thématique jeunesse en milieu rural. Donc c'est le 3e, je crois, qu'on organise avec Benoît et Céline. Voilà. Merci Louise pour ces quelques mots. Effectivement, pour repréciser un petit peu le chapeau, mais on n'est pas peu fiers, mais on est la seule région pour le moment en France à développer un partenariat aussi proche entre le conseil régional et les services de l'État déconcentrés autour de la jeunesse et de l'engagement. Et on est vraiment ravis de chaque année de pouvoir œuvrer ensemble pour développer des initiatives. Et on espère que ça durera encore. Je prends donc la main, à moins qu'il y ait déjà des questions sur ces présentations, les entités, tout ça, ou est-ce qu'on peut passer la première et y aller? Ça va bien? Bon, alors je vais commencer par partager mon écran. Voilà, vous devez voir apparaître logiquement le support de présentation. N'hésitez pas à activer le plein écran si c'est tout petit sur votre écran pour que ça soit un peu plus lisible. Donc, je vais de mon côté vous présenter d'abord le service civique sur sa nature. Voilà. Donc, le service civique, c'est un programme qui s'appuie sur 8 principes fondamentaux que je vais vous lister. Donc, je ne vais pas vous les détailler puisque ce sont des principes que vous connaissez très bien. Le premier étant quand même l'intérêt général. Le service civique, c'est un programme qui est tissé par le code du service national, donc il n'émarge pas sur le code du travail. C'est très important de le souligner dès l'introduction. Et ça émarge au même titre que les pompiers, que tout ce qui est un petit peu tricolore. Donc le service civique vient s'inscrire sur le code du service national par ces 8 principes très forts. Un principe citoyen, principe de mixité, puisque les volontaires ont vocation à quand même croiser un maximum de public durant leur expérience de mission. C'est aussi un programme qui vise à laisser la place à l'initiative à la fois des organismes qui accueillent, mais également des jeunes qui s'investissent, et qui est articulé autour d'un accompagnement bienveillant, puisque n'étant pas sur le code du travail, les volontaires ne s'inscrivent pas dans une chaîne hiérarchique. On pourra y revenir un peu plus tard, mais on parle bien d'accompagner en fait des volontaires sur des initiatives, des actions citoyennes. Donc c'est très différent de veiller à la bonne réalisation des objectifs de salariés. Le service civique, il existe depuis 2010. Il vient se tricoter autour de 3 grandes branches. Le premier, c'était ce qui était donné aux objecteurs de conscience chez nous, en lieu et place du service militaire. Donc les hommes pouvaient choisir d'effectuer une mission d'intérêt général au sein de collectivités ou d'associations. Donc le service civique s'est également bâti là-dessus. Il s'est aussi hybridé avec un programme qui effectivement existait aux États-Unis et qui a été rapporté par 2 jeunes qui ont construit ensuite l'association Unicité pour celles et ceux qui les ont rencontrés. Mais le programme s'est inspiré en fait de la législation qui en émanait. Et puis ensuite, il s'est élargi à la mixité filles-garçons, pour en faire un programme à part entière qui s'est installé en 2010 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Voilà. C'est un programme éminemment citoyen et les jeunes s'investissent pour une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 12 mois. Il est accessible sans condition de diplôme ou de qualification. Les missions que peuvent investir les jeunes, elles se concentrent sur 10 domaines d'intervention, la citoyenneté européenne étant la 10e qui a été récemment ajoutée, mais on citera aussi la culture, l'environnement, la solidarité, la mémoire, la santé, le sport, tout ce qui fait sens dans l'intérêt général. Les jeunes ont un statut de volontaire, donc on est bien sur une forme de bénévolat indemnisé, et cette indemnité mensuelle, elle a été rehaussée en juillet avec le rehaussement de l'indice du SMIC, et donc ils perçoivent net 600,94 € exactement. À qui s'adresse le programme? Alors, à des jeunes entre 16 et 25 ans. Des jeunes peuvent se positionner jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap. Les Français, les Européens et les étrangers qui séjournent en France depuis un peu plus d'1 an et qui disposent d'un titre de séjour adéquat peuvent intégrer le programme, donc c'est quand même extrêmement large. Le seul critère qui permet à des jeunes d'intégrer le service civique et aux organismes de les sélectionner est la motivation. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais c'était important de le noter. Où peut se réaliser un service civique? Dans des associations, dans des collectivités territoriales, dans des établissements publics, auprès de bailleurs sociaux, notamment de logement, au sein de services institutionnels, en France et à l'étranger. Je pourrais aussi en reparler si vous le souhaitez. C'est un peu plus spécifique pour l'étranger, mais en tout cas, on a quand même une multitude de terrains d'accueil pour ces jeunes. Pendant leur contrat de service civique, les volontaires suivent 3 formations qui sont obligatoires sur leur temps de mission. Donc, il ne s'agit pas de récupérer le temps qu'ils passeront de ces formations dans leur organisme d'accueil. Ces formations, alors, je vous en dis 2 mots quand même. Il y a 2 formations qu'on appelle formations civiques et citoyennes. Le but de ces formations, c'est que les volontaires rencontrent d'autres volontaires et que sur ces 2 journées, ils soient au contact de l'intérêt général. Alors, soit sur une forme de complémentarité à la thématique de leur mission qu'ils ont investie, soit, et on l'encourage, auprès d'une autre thématique. Donc, je vous donne un exemple, mais un volontaire peut très bien choisir une journée pour être sensibilisé à, je ne sais pas, l'utilisation des réseaux sociaux que proposera une association un peu spécialisée qui va balayer un peu les usages, les risques, les préconisations. Ça peut être aussi autour de la santé, ça peut être une visite d'une institution européenne à Strasbourg. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Ce ne sont pas des formations certifiantes. Il s'agit de formations qui ont vocation à éveiller leur regard citoyen. Et voilà, ça prendra peut-être du sens avec le temps. Et puis, ils ont une 3e formation à suivre obligatoire, qui est le PSC1, donc c'est le diplôme des premiers secours. Et donc, tous les volontaires le passent. Ces formations-là sont intégralement prises en charge par l'État. Donc, chaque organisme, collectivité ou association reçoit une subvention pour chaque volontaire accueilli qui permet de couvrir les frais d'inscription logistique. Pendant le service civique, tous les volontaires ont un tutorat obligatoire, donc il y a forcément une personne qui va devoir accompagner ces jeunes. Alors attention, il ne s'agit pas d'être 24 heures avec eux, donc il s'agit bien de les orienter dans leur mission, de répondre à leurs interrogations, suivre un petit peu l'avancée de la mission. L'accompagnement au projet d'avenir est également un trait obligatoire. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer le pôle emploi, il s'agit simplement de s'inquiéter de ce que vont faire les volontaires à l'issue de leur contrat de service civique et de leur indiquer des portes auxquelles frapper si besoin. En gros, une mission locale, un service institutionnel qui pourrait les renseigner, l'aider à décrocher leur téléphone pour rencontrer un organisme de formation, etc., etc. Donc il y a effectivement ces 2 volets d'accompagnement qui sont obligatoires
et qu'il faut baliser tout au long de la mission. Quand je dis baliser, ça peut être autour d'une ou deux réunions pendant la durée du contrat avec le volontaire pour bien cerner où il en est, si il a avancé sur ses choix, etc. La maniabilité de la mission, c'est vraiment une caractéristique propre au service civique par rapport à un contrat de travail. La mission, elle peut totalement s'hybrider par rapport à la personnalité du jeune accueilli. Donc en gros, les tâches qui sont dévolues aux volontaires doivent être suffisamment souples pour que, d'année en année, quand les volontaires se succèdent sur cette mission, ils puissent chacun apporter leur sens, leur envie, etc. Elle est malléable aussi en termes de réalisation. Le volume horaire qui est donné à un volontaire pendant sa mission peut être malléable de semaine en semaine. Je prends l'exemple d'un jeune qui aurait à suivre, je ne sais pas, des oraux pour intégrer une école ou postuler, donc il a des offres d'emploi et besoin de temps. Vous pouvez très bien alléger un volume horaire sur la semaine pour l'injecter sur la semaine suivante. Donc après, voilà, il faut juste veiller à ce que le planning soit bien connu du jeune pour l'avancement de sa mission. Chaque volontaire reçoit une carte du volontaire pendant son service civique. Elle lui ouvre les mêmes droits que les étudiants. Donc les tarifs réduits au cinéma, sur les transports en commun, etc., etc. Les allocations sont cumulables pendant le service civique. Donc un volontaire en situation de handicap pourra cumuler son allocation d'adulte handicapé et son indemnité de service civique. Chaque volontaire cumule aussi son aide au logement, donc ils sont au taux maximum d'aide au niveau de la CAF. C'est important à savoir pour les jeunes qui pourraient se présenter à vous et demander ce genre de renseignements. Tous les volontaires ont une couverture sociale complète, donc en gros, c'est très intéressant de refaire ses lunettes ou régler des problèmes dentaires pendant son service civique. Et il s'agit bien de situations cumulables. Donc un volontaire peut très bien cumuler un contrat de travail à côté de son service civique. Encore une fois, le programme ne marche pas au code du travail. Par contre, attention, parce qu'on voit de temps en temps des jeunes qui cumulent pas mal de casquettes. Par exemple, un jeune étudiant qui peut, parce qu'il est en master, faire un service civique, il en a le temps, mais aussi travailler le week-end sur un contrat court, plus les études, ça peut faire beaucoup. Donc n'hésitez pas à creuser ce genre de situation quand des jeunes se présentent à vous, parce que les choses peuvent s'empiler et ce n'est pas forcément non plus cohérent pour les volontaires. Quelques points de vigilance sur le service civique qu'on note d'année en année. La première, c'est la porosité à l'emploi. Évidemment, on est conscient que la réduction des emplois aidés a aspiré beaucoup de volontaires à exercer des tâches qui viennent tenir un peu des organismes fragilisés sur le volet de l'emploi. Et là-dessus, il faut être très vigilant parce que la réglementation est très claire. Il est strictement interdit de confier des tâches qu'on confie à des salariés à des volontaires. Je vous donne quelques exemples pour être clair. Un volontaire qui aurait le BAFA, par exemple, donc un diplôme d'animateur. S'il est en service civique, ce n'est pas un contrat de travail. Donc, on n'est pas autorisé à dire à ce jeune occupe-toi des poussins les soirs des entraînements parce qu'on te connaît bien et on sait que tu sais faire. Comme il est évidemment hors de question que ceux ou ces volontaires s'occupent des temps périscolaires, par exemple, qui sont organisés avec la collectivité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué de manière très très grandissante et qui a un très grand point de vigilance sur lequel on agit régulièrement. Il y a différents types d'accueil de volontaires, j'en reparlerai tout à l'heure, mais les agréments nationaux, donc on va dire les grandes structures nationales, alors je prends les ministères, chaque ministère a logiquement un agrément qui permet d'accueillir des volontaires sur l'ensemble de son territoire. Pôle emploi, par exemple, a un agrément qui permet à ce que chaque pôle emploi en France accueille des volontaires. Le ministère de l'Intérieur a un agrément qui permet à chaque gendarmerie, poste de police, préfecture, etc., d'avoir des volontaires. Et on note que c'est là où ça pose le plus de problèmes, puisque les cultures nationales ou ministérielles ne sont pas aussi aiguisées que les cultures associatives sur le volet du bénévolat. Et donc, on a beaucoup de volontaires qui sont sur des missions qui dysfonctionnent.
si vous vous rendez aujourd'hui dans une préfecture, une CAF, un pôle emploi, il y a de grandes chances que vous soyez accueillis par des volontaires en service civique. Évidemment, je suis le premier à regretter ce genre de dysfonctionnement, puisqu'ils tiennent en fait des institutions extrêmement fragilisées par l'emploi. Et on remarque aussi que plus ces entités sont grandes, que ce soit des ministères, mais aussi des grandes associations, par exemple, les strates d'organisation sont plus complexes, l'information a du mal à redescendre correctement, et donc les volontaires sont moins bien accompagnés. Au local, la connaissance du programme est moins fine. Donc on a tendance à avoir des dérapages sur les tâches confiées aux volontaires, les responsabilités qu'on leur donne, etc. Les volontaires eux-mêmes méconnaissent beaucoup le programme. Pour être très franc avec vous, aujourd'hui, voilà, on a une fragilité de l'emploi de manière générale, donc les volontaires viennent sur le service civique pour trouver une situation. Donc je viens m'inscrire dans un cadre qui me donne une somme mensuelle dans ma poche pour m'en sortir. Donc la différence entre le contrat de travail, contrat de volontaire en service civique n'est pas vraiment connue par les volontaires, et donc eux-mêmes n'ont pas connaissance des droits et des devoirs afférents à leur statut. Donc à partir de là, forcément, si on leur demande des choses qui dysfonctionnent, ils vont être les premiers à ne pas savoir dire non ou dire stop au bon moment. Petit point budgétaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les volontaires ont une indemnité de 600,94 € qui leur est versée en 2 versements. Le premier, c'est un versement de 490 € en gros, pardon, qui est versé directement par l'État sur le compte bancaire. Et puis 111,35 € qui est versé en numéraire ou en nature par l'organisme d'accueil. Je préfère le dire tout de suite, effectivement, il est possible de valoriser les 111,35 € en nature. Je prends l'exemple parce que vous êtes des collectivités et que ça peut tout de suite vous parler, mais ça peut être les repas qu'on peut offrir à un volontaire si vous disposez d'une restauration collective quelque part. Si vous décidez de lui offrir, à ce moment-là, il faut les déduire de son indemnité complémentaire. Si c'est via l'accès à un logement, par exemple, il faut également le déduire de ces 111,35 €. Pardon, il faut que je boive un petit coup. Nous, de notre côté, on vous déconseille fortement le règlement en nature de cette partie indemnitaire parce qu'il faut qu'elle soit au centime près. Et il faut pouvoir prouver qu'au centime près, vous versez 111,35 € en nature, soit par le logement, soit par les repas. Donc, on conseille généralement plutôt de les verser en numéraire et que les volontaires payent leur repas du coup avec leur indemnité, choisissent d'ailleurs de payer quel repas et combien par mois. Idem pour le logement, voilà, qu'ils le payent via l'indemnité qui leur a été versée. C'est beaucoup plus simple en opération budgétaire et c'est aussi, on va dire, mieux pour les volontaires. Au final, ils reçoivent une indemnité globale et c'est un peu eux qui ont la main dessus. Tous les organismes, comme je vous le disais un peu plus tôt, reçoivent une subvention de 100 € par volontaire pour les formations civiques et citoyennes obligatoires. Donc là, je vous parle des 2 journées de formation citoyenne où ils rencontrent des volontaires sur une thématique spécifique, etc. Donc ça, vous avez 100 € pour ces 2 journées qui doivent suivre. Et donc, vous utilisez ces 100 € pour l'accès à la formation, des frais d'inscription s'il y en a, le repas, etc. Pour le PSC1, vous recevez un remboursement de 60 € par volontaire inscrit à une formation PSC1. Attention, vous ne recevez ce remboursement qu'une fois. Donc si vous avez inscrit un volontaire, admettons, à une formation au premier secours qui n'y est pas allé, il est possible que l'organisme vous facture quand même son inscription et vous serez obligé de réinscrire le volontaire à une autre session, mais vous recevez qu'un seul remboursement. Donc voilà, je vous invite à être derrière les jeunes quand il s'agit de se rendre ce jour-là à la formation et de s'assurer qu'ils se soient bien levés. Les associations reçoivent une subvention de 100 € par mois et par volontaire au titre du tutorat. Cette subvention
elle n'est pas attribuée aux collectivités. L'Agence du service civique a estimé que les collectivités avaient une situation budgétaire plus solide que le tissu associatif. Donc, c'est vrai que pour une association, ça devient très intéressant puisque les 111,35 € sont quasiment annulés via cette subvention mensuelle de 100 €. C'est un calcul un peu délicat à faire puisque le tutorat est quand même un temps qui est dédié par une personne de l'organisme au volontaire, donc on n'est pas sur une équation aussi simple à faire, mais cette subvention est versée en plus aux associations. Je vais maintenant passer au 1.2 de ma présentation, qui est les modalités d'accueil de volontaires. Si le programme du service civique intéresse un organisme, collectivité ou autre, il faut obtenir un projet d'accueil et demander un agrément. Donc un agrément, c'est une autorisation administrative qui est effectuée auprès de l'État, qui est compétent pour vous accorder ou non le droit d'avoir des jeunes dans votre mur. Ce projet, il doit être évidemment en accord avec tous les principes que j'ai cités plus haut. Donc la mission doit être une mission citoyenne, on n'est pas sur de l'emploi, on n'est pas sur du stage non plus. Donc il faut être bien solide sur son projet de mission. L'agrément se fait directement en ligne sur le site du servicecivique.gouv.fr. Donc là, c'est quelque chose de très lambda, logiquement. Il s'agit de se créer un compte et puis vous pouvez lancer votre demande en ligne. Alors, vous n'êtes pas obligé de la finaliser en une fois. Vous pouvez très bien la travailler sur plusieurs jours ou semaines ou mois, en lien avec nos services d'ailleurs, au fil de l'eau. On vous demande pas mal d'informations sur votre organisme, l'emplacement de votre siège, quelques documents annexes sur votre comptabilité, une décision du CA qui est en accord avec l'accueil de volontaires, etc. Nous, en tout cas, quand je dis nous, c'est les services qui instruisons vos demandes d'accueil de volontaires. On va regarder déjà votre projet de mission, ça va être le cœur de votre dossier. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces volontaires, à quoi ça correspond. Et puis, on va regarder vos capacités d'accompagnement. Donc, en gros, si on voit, je fais le cliché, mais une association où il y a 2 personnes qui souhaitent accueillir 14 volontaires, on va forcément se poser des questions sur ce que vont faire les volontaires, comment ils vont être accompagnés, etc., etc. Vous pouvez également utiliser le principe d'intermédiation. Alors, ce principe d'intermédiation, c'est en fait recourir à une structure qui dispose d'un agrément et qui va vous mettre à disposition des volontaires. Si on organise aujourd'hui ce webinaire, c'est qu'évidemment, on souhaite plutôt que les organismes s'emparent du service civique en ayant un agrément propre. La mise à disposition, elle est utile parce qu'elle va éviter certaines démarches administratives. Donc, en gros, l'agrément il n'a pas été monté par vous, mais par une structure tierce. Mais ça veut dire que les missions sur lesquelles les jeunes vont être positionnés seront des missions qui sont de l'agrément de cette structure tierce, qui va vous mettre des volontaires sur une mission qui est actée et valide chez eux. Donc, ça correspond à un projet, une structure tierce qui va vous proposer de travailler en partenariat, si vous voulez. L'indemnité sera sûrement à verser par vous, et là, je parle des 111,35 €, et vous aurez à effectuer le tutorat, le suivi du jeune, l'accompagnement au projet d'avenir, etc. Logiquement, c'est bien la structure qui a le jeune dans ses murs qui effectue ce suivi-là. Il y a beaucoup de collectivités qui ont eu recours, ou qui ont recours encore à l'intermédiation, donc elles font appel à des associations qui vont leur mettre à disposition des volontaires. Si aujourd'hui, nous, on essaie plutôt de vous convaincre de les accueillir en propre, c'est notamment parce qu'il nous semble pertinent qu'une collectivité, au niveau de la jeunesse de son territoire, s'empare d'un projet propre et le mène avec et par des jeunes de son territoire. On trouve ça peut-être plus pertinent. Après, évidemment, le choix vous appartient. Et parce que pour les retours qu'on a, et puis le conseil régional parlera ensuite de son expérience menée avec les volontaires, mais il nous semble que c'est éminemment pertinent de le faire. Ensuite, par rapport aux collectivités, vous êtes un certain nombre aujourd'hui à être inscrits, mais on a aussi visé des communautés de communes
qui peuvent en fait se servir de ce programme pour travailler sur un zonage, c'est-à-dire que le volontaire va pouvoir circuler sur les petites communes de son territoire. Je prends l'exemple d'une mission sur l'intergénérationnel. On peut très bien avoir des jeunes qui circulent sur les petites communes pour travailler sur la mise en lien des personnes âgées, veiller à ce qu'elles soient bien identifiées, veiller à ce qu'elles connaissent bien les recours, le système de suivi que vous pouvez proposer avec les communes de votre collectivité. Donc, voilà, il me semble qu'en politique territoriale, ça peut être très intéressant de se saisir de ça. Un programme qui, au final, est un programme gagnant-gagnant, d'abord parce que, s'agissant d'un dispositif qui ne remplace pas des salariés, on peut tester des actions. Aujourd'hui, vous avez envie, sur le volet environnemental, intergénérationnel, social, de tester des choses, voir comment ça prend. Je me souviens, je crois que c'était la commune de la Petite Pierre qui avait tenté quelque chose sur des jardins partagés, le consommer local, etc., à mobiliser des volontaires pour voilà, générer des initiatives avec les habitants et voir comment ça prenait et potentiellement consolider cet axe-là par la suite. C'est aussi un terrain de remobilisation pour la jeunesse. On a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui manquent un peu de confiance en eux, malgré leur diplôme. La plupart voilà, sont un peu en désarroi sur ce qu'ils peuvent offrir. Et le service civique est en tout cas une belle clé d'entrée pour leur montrer que être utile, c'est pas simplement une maîtrise d'aspect technique, mais en tout cas, ça peut donner vraiment aussi de l'intérêt à un jeune pour des thématiques, pour réfléchir aussi à son projet d'avenir. C'est un terrain très intéressant. Je vous ai parlé de la politique jeunesse et de son territoire. Ça permet aussi de renforcer la visibilité et le rayonnement de son action. Je vous citais quelques exemples autour du social ou de l'intergénérationnel, mais autour de la culture, autour du sport. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faites et on aura en témoignage aujourd'hui du comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle qui peut-être illustrera aussi les actions que peuvent porter les volontaires autour du sport. Voilà, ça peut être aussi très intéressant. Le cadre souple et bienveillant, c'est aussi un vrai atout. Je suis intervenu il n'y a pas longtemps sur le volet accueil de personnes en situation de handicap, mais souvent on crée des freins en interne. Ça peut être un outil aussi intéressant pour dire tiens, en accueillant un jeune en situation de handicap, voyons un peu comment on réagit, comment nos locaux peuvent être aménagés aussi, parce que vous pouvez obtenir des aides pour aménager des cadres en fait, de réalisation de missions, mais qui peuvent servir aussi après à des salariés, mais ça peut être aussi voilà, intéressant pour tester des choses en interne sur ces axes-là. Ensuite, depuis 2010, on a quand même, sur le service civique, atteint un niveau, on a à peu près 150 000 jeunes en France chaque année qui s'engagent. C'est un chiffre qui est monté de manière assez exponentielle entre 2016 et 2019, mais globalement, voilà, il monte un peu chaque année, mais on a à peu près 150 000 jeunes qui s'engagent par an. On voit que c'est une étape qui s'est bien inscrite dans leur parcours. La plupart, on ne va pas se mentir non plus, viennent pour le côté un peu stage que peut caractériser le service civique. Donc, ils viennent tester une thématique qui leur plaît, renforcer une idée d'orientation. À nous d'être vigilants pour que le cadre respecte bien les fondamentaux. Mais en tout cas, on a aussi beaucoup d'étudiants qui peuvent l'utiliser comme année de césure pour partir sur une mission en France ou à l'étranger et donner aussi un peu de sens à leur parcours. Quelques chiffres pour vous illustrer le service civique en région Grand Est. Depuis 2010, on a 54 000 jeunes qui se sont engagés dans la région. Donc là, sur les dernières années, mais on voit une baisse en 2020, mais c'est vrai que le Covid y a participé.
mais on a, voilà, en moyenne, on a à peu près entre 7 et 8 000 jeunes qui s'engagent chaque année dans la région. La montée en charge est conséquente sur tous les territoires. Et voilà, ça vous donne un peu une idée de l'augmentation du nombre de volontaires sur une chronologie. Pour terminer, je vous laisse mes coordonnées. Alors évidemment, on vous diffusera ce diaporama dans vos mails respectifs. Vous avez sur le site du service civique les contacts de tous les référents départementaux. Pour vous faire ça sommairement, mais il y a un référent ou une référente sur chaque département qui instruit, valide les dossiers de tous les organismes qui ont une échelle d'action départementale. Dès que l'action d'un organisme dépasse un département, c'est moi qui prends le relais sur un volet régional. Et dès qu'un organisme a une échelle d'action sur 2 régions, c'est le niveau national qui va prendre le relais. Voilà pour l'ensemble des éléments que j'avais à vous communiquer sur le service civique. Je crois que j'ai à peu près tenu le timing. Et avant de laisser la place aux questions, je vais vous proposer de faire un petit sondage sur ce que vous avez retenu de tout ce que je viens de vous dire. Donc, je vais juste le calibrer pour que vous puissiez répondre à un petit choix multiple. Tac. Et ensuite, évidemment, on laissera la place aux questions. Alors, normalement, vous avez la question qui a dû apparaître. Donc, la première que je vous pose, c'est le service civique, c'est avant tout une possibilité d'acquérir des compétences. Est-ce que c'est une forme de stage long? Est-ce que c'est une action d'intérêt général? Ou est-ce que c'est compléter les actions des salariés? Bon, je vois que tout le monde a bien retenu l'introduction. Effectivement, il s'agit de la réponse C. Voilà, une action d'intérêt général. Ensuite, parce que je l'ai évoqué sommairement, je vais vous poser une deuxième question. C'est toujours... une question avec plusieurs réponses possibles. Bon, la première fois que je teste cet outil de sondage, il peut être un peu plus lent. Il est obligatoirement en direct, donc je n'ai pas pu tout préparer avant. Et donc la deuxième question sur la durée d'un contrat de service civique minimum. Est-ce qu'elle est de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois? Il y en a qui n'ont peut-être pas répondu, mais effectivement, la durée minimum, c'est 6 mois. Je précise que si un volontaire part avant 6 mois de contrat, le bénéfice du service civique est annulé. Donc il a le droit, ou elle a le droit de faire un autre service civique ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ça invalide le service civique. La prochaine question est un vrai-faux. Est-ce que les entreprises peuvent accueillir des volontaires en service civique?
Alors effectivement, c'est faux, bien qu'il y ait une petite nuance. Depuis 2017, la loi Égalité et Citoyenneté prévoit que les entreprises labellisées ESUS ont la possibilité d'accueillir des volontaires en service civique. On n'en a pas beaucoup. Je crois dans le Grand Est, on n'a aucune. Et encore, il faudrait que je fouille dans la réglementation qui est encore plus spécifique, parce qu'il ne s'agit pas simplement du label ESUS, mais il y a d'autres petites nuances réglementaires, et je suis loin d'être spécialiste là-dessus. Et puis, une dernière petite question. Et après, on laissera la place aux questions. Est-ce que vous pensez que le programme du service civique est du coup plus clair pour vous et correspond à une opportunité dont vous souhaiteriez vous saisir? Vous avez le droit de vous abstenir. Bon, bah, très bien. Bah, du coup, contactez les référents départementaux, débutez vos agréments, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Je crois que l'essentiel du coup est passé. Je suis prêt à répondre à vos interrogations, réflexions, avant de continuer avec la présentation de Céline. Donc, si vous avez des voilà, des remarques, des questions, je suis évidemment preneur pour en échanger. N'hésitez pas à lever la main. Oui, je vois Madame Fat ou Madame Messer. Je vous en prie. Oui, alors c'est effectivement Sonia et Valérie. On s'interrogeait sur la procédure d'agrément en elle-même. Je ne sais pas si c'est un point sur lequel vous allez entrer un petit peu plus dans le détail. On a du mal à cerner en quoi ça consiste effectivement pour obtenir cette agrément. Oui, alors je ne suis pas rentré dans les détails parce que ça peut être assez long, mais je vous ai indiqué, voilà, la procédure d'agrément, donc d'autorisation administrative par l'État, elle se fait directement en ligne. Donc, il faut vous connecter sur le site du servicecivique.gouv.fr. Vous créez un espace organisme, donc c'est lambda, avec un utilisateur, un mot de passe, et puis vous allez pouvoir démarrer votre demande d'agrément. Donc, c'est la première chose de toute manière qui va s'afficher, c'est démarrer votre demande d'agrément. Et là, vous avez différents onglets, des informations à donner sur votre collectivité, mais surtout après, de préciser l'accompagnement que vous allez donner aux volontaires, comment vous allez structurer votre tutorat, quelle est la mission que vous allez confier aux volontaires, comment elle s'inscrit dans l'activité générale de votre collectivité. Donc ça, c'est votre dossier que vous allez remplir en ligne. Et puis une fois que vous avez terminé de le remplir, à la fin, vous avez quand même quelques pièces à fournir, notamment la délibération qui acte chez vous l'accueil de volontaires. Enfin, vous avez différentes petites bricoles. Et ensuite, vous soumettez votre dossier en ligne qui va directement aller au référent ou à la référente qui doit suivre votre dossier. Donc, si vous êtes sur, je ne sais pas, n'importe quoi, sur le département de la Marne, ce sera ma collègue Nathalie Brière qui va recevoir du coup votre dossier, qui va se mettre à l'instruire et qui prendra contact avec vous pour vous dire là-dessus, il y a des choses qui m'interrogent, là-dessus, il faudrait peut-être compléter parce que ça me paraît un petit peu flou. Donc, le dossier peut comme ça naviguer entre vous et le service de l'État compétent pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on vous valide votre dossier, votre agrément, et à partir de là, vous pouvez publier les offres de services civiques sur Internet. Vous pouvez créer des contrats des jeunes, ça se fait aussi directement en ligne. Mais ça, c'est d'autres étapes que je ne vais peut-être pas détailler aujourd'hui. C'est pas spécialement technique. Tous les organismes sont arrivés à se saisir des outils pour générer les contrats des jeunes. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous avez des contrats types en gros en ligne et puis tout se fait via Internet. Il y a voilà, avec des supports s'il y a besoin, des pas à pas. Donc voilà, tout se fait assez facilement. Sachant qu'après, encore une fois, votre agrément,
le cœur, c'est votre mission, que ça corresponde bien aux lignes directrices du service civique. Voilà, moi, c'est vrai, je ne vais pas vous cacher, j'ai eu pas mal de collectivités qui m'ont demandé s'ils pouvaient prendre des jeunes pour servir dans les cantines ou pour mettre dans les écoles, pour accompagner les enfants aux toilettes, faire du nettoyage, etc. Évidemment, non. Ce ne sont pas des agents d'entretien ou des agents de service qu'on peut mobiliser sur des temps la pause méridienne. Comme je l'ai expliqué, c'est bien des missions voilà, citoyennes qui doivent servir le territoire, les usagers. Et la bonne question peut-être à se poser quand vous montez votre agrément, c'est si demain la mission s'arrête, est-ce que notre fonctionnement en est perturbé ou pas? Si la réponse est oui, c'est qu'il y a un problème dans la conception de la mission. Logiquement, le volontaire, il n'a pas une pression de réussite comme un salarié. L'important, c'est d'essayer de s'investir dans cette mission. Si après elle marche, tant mieux, enfin tout le monde le souhaite. Si après elle ne marche pas, bon, c'est dommage, mais voilà, ça ne va pas perturber l'organisation de votre collectivité. Merci, c'est Valérie. J'ai en complément, si je comprends bien, pour chaque profil, il faut faire un nouvel agrément. Non. Vous avez un agrément, en fait, voilà, il est valable 3 ans. Votre autorisation d'accueillir des volontaires sur une ou plusieurs missions, cette autorisation, elle est valable 3 ans. Les jeunes, par contre, ils viennent sur des contrats d'à peu près 8 mois chez vous. Et donc, tous les 8 mois, vous avez potentiellement un ou une nouvelle volontaire qui va arriver sur une de vos missions. Et ça pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, il faudra renouveler votre agrément, votre autorisation d'accueillir des volontaires, ou alors vous décidez d'arrêter l'expérience et puis pas de souci, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc nous, on est une collectivité territoriale en milieu rural, donc on peut avoir des services civiques sur des projets très divers. Ça peut aller de, je pense par exemple au sport avec Mission Paris 2024 par exemple, de monter des projets sur le territoire. Dans 6 mois, 1 an, ça peut être quelque chose peut-être plus au niveau culturel ou touristique sur des projets. Donc ça veut dire qu'on fait un seul agrément et il faut qu'on détaille tous ces projets-là au premier agrément? Alors non, en fait, votre agrément, vous allez inscrire des missions, une ou plusieurs, après ça dépend. Mais au fil de l'eau, vous pouvez très bien, pendant ces 3 ans, ajouter des missions ou en enlever. D'accord. On peut, le service de l'État qui vous accompagne, il peut très bien modifier des choses. Si vous l'appelez pour dire, tiens, pour la commémoration, je ne sais pas, historique de tel événement, on aimerait l'année prochaine ouvrir une mission pour qu'il y ait 1 ou 2 jeunes qui aillent, je ne sais pas, faire des portraits de personnes qui ont marqué un peu le territoire pour monter une petite exposition, qui peut être une super idée. Et du coup, on voudrait créer une mission spécifique. Et là, logiquement, pas de problème. On va modifier votre agrément pour ajouter cette mission-là et puis ajouter les contrats nécessaires à créer. Parce que dans votre agrément, vous avez aussi votre autorisation, votre calendrier d'accueil. Donc, c'est le nombre de volontaires que vous souhaitez accueillir. Et évidemment, il peut varier. Donc, vous pouvez très bien... le service de l'État, c'est vraiment un interlocuteur partenaire. Il faut le contacter voilà, pour toutes les petites modifications qu'il peut y avoir. Si à un moment donné, vous avez prévu d'accueillir 2 volontaires, je ne sais pas, en octobre, et qu'au final, les contrats ne peuvent pas être générés, vous prenez à tâche en disant, voilà, on n'a pas pu ouvrir les contrats, donc on voudrait les décaler dans le temps. Est-ce qu'on peut les décaler au mois de novembre ou au mois de janvier? Et puis, le service, du coup, vous décale ces contrats-là. Ou au contraire, vous pouvez leur dire, au lieu d'avoir 2 volontaires, on voudrait bien en avoir 3. Donc, est-ce qu'on pourrait ouvrir un nouveau contrat? Et là, encore une fois, on fait en sorte de vous accompagner là-dedans. Ok, merci. Je profite également de vos retours pour vous dire que le service civique, il obéit quand même à une règle budgétaire nationale. Donc, chaque année, il y a un budget qui est voté à Bercy. Et ce budget va nous donner des contraintes. Sur notamment la durée d'accueil des volontaires dans les organismes. Parce que pour l'État, la durée d'un contrat, c'est de l'argent. 1 mois pour un volontaire en service civique, ça représente à peu près 800 € pour l'État. Donc dedans, il y a son indemnité des 490 qu'on a cité tout à l'heure, mais il y a aussi quelques cotisations qui partent. Voilà, il y a aussi la couverture sociale, etc. Donc, 1 mois de mission, c'est à peu près 800 € pour l'État. Donc, selon le budget qu'on a,
Bercy va nous dire, en gros, cette année, 2022 par exemple, merci de faire respecter une moyenne d'accueil de 8 mois dans chaque organisme. Donc, chaque organisme pourra varier les contrats entre 6 et 10 mois, mettons, mais il faut que la moyenne soit de 8. Alors, je vois qu'il y a une question sur le temps de présence du jeune par semaine. Je vais répondre à ça, puis je passerai la parole après à Céline pour qu'on reste sur le timing. Un contrat de volontaire peut varier entre 24 heures minimum et 48 heures maximum. L'indemnité ne bouge pas, par contre. Donc, nous, on est quand même assez vigilants dans les services de l'État à ce que les missions elles soient de 24 heures. Déjà, par rapport au montant de l'indemnité, 600 € au niveau mensuel de l'indemnité pour une mission de 24 heures, ça nous paraît correct. C'est pas énorme et surtout, ça laisse le temps aux jeunes de préparer leur sortie de mission, d'être jeunes aussi, tout simplement. Voilà, il y a certains organismes comme l'Éducation nationale qui va prendre des jeunes sur un temps hebdomadaire de 35 heures, mais parce que tous les jeunes ont par exemple les vacances scolaires, donc ils ont un quota de vacances assez important, ils estiment que du coup la présence des volontaires doit être plus importante. Mais globalement, voilà, on est sur un temps de présence de 24 heures. Et comme je vous le disais, ces heures par semaine sont annualisables, donc vous pouvez très bien, avec l'accord du jeune, dire voilà, telle période, parce qu'on a un événement historique, on aurait besoin que tu sois un peu plus présent, on te fera un petit peu plus d'heures, mais du coup on va t'alléger d'autres semaines, ou à l'inverse, le jeune qui va vous dire moi, pour je sais pas, des raisons familiales ou des entretiens, j'aurais besoin de me libérer du temps à telle période de mon contrat, et du coup à vous de repositionner des heures à d'autres moments. C'est l'avantage aussi de ce programme. À moins qu'il y ait d'autres questions, je vais laisser la parole à Céline Inspar, et puis de toute manière, vous aurez mes coordonnées sur les supports qui vous seront envoyés pour vous réinterpeller sur des questions réglementaires qui pourraient vous venir par la suite. En tout cas, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt. Céline, c'est à toi. Merci. Merci Benoît. Alors, je vais d'abord également partager mon écran. Alors... Alors, c'est peut-être pas idéal comme ça. Les excuses. Je ne sais pas du tout si vous le voyez pour l'instant, je pense pas. Alors, juste un petit instant. Ça arrive tout de suite. Voilà. Alors, dites-moi si, Benoît, dis-moi si c'est bon. C'est bon, on le voit. Voilà. On voit tous ces jeunes plein de sourires. Vas-y, c'est à toi. Parfait, plein de sourires, effectivement. Donc merci. Donc je vais essayer d'illustrer les propos de Benoît dans la première partie de ce webinaire. Pour voilà, j'endosse ma casquette de collectivité agréée, puisque la région Grand Est est agréée au titre du service civique depuis maintenant 5 ans. Donc depuis 5 ans, pardon. Donc une première fois en 2017 jusqu'en 2020 et nous avons donc du coup demandé un renouvellement en 2020 jusqu'en 2023, ce qui nous permet d'accueillir un certain nombre de volontaires par an. On est à peu près sur une moyenne post-Covid d'une vingtaine de volontaires par année. Donc l'objectif, c'est évidemment pas d'ériger la région en tant que modèle d'accueil de volontaires en service civique. Évidemment, on est toujours perfectible et l'accueil dépend aussi des situations de chaque association, de chaque collectivité. Je serai accompagnée pour cette illustration d'une de nos volontaires, mais je la laisserai se présenter tout à l'heure, Solène Bellora, qui intervient sur la mission du
Conseil régional des jeunes. Alors, je vous ai fait voilà quelque chose d'assez synthétique pour que vous puissiez un petit peu voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en tant que collectivité lorsqu'on accueille des volontaires à la région. Lorsqu'on accueille un volontaire, pardon, donc à la région, nous proposons essentiellement des missions sur des thématiques jeunesse et culture. Donc à l'écran, vous avez un petit panorama des différentes missions que nous proposons aux volontaires. Évidemment, le tutorat obligatoire et individualisé est assuré par la région. Donc, chaque volontaire qui est accueilli a un tuteur qui l'accompagne à la fois dans la réalisation de sa mission, mais aussi dans la préparation de l'après-mission pour la préparation de son projet d'avenir. Bien sûr, également, nos volontaires, dans le cadre de rencontres, bénéficient de formations. Alors, à la fois des formations civiques et citoyennes. Donc, vous avez un exemple à l'écran. Nous avions organisé un débat entre les volontaires sur ce qu'est le sexisme ordinaire en présence d'une de nos chargés de mission égalité femmes-hommes à la région. Mais également des formations plus professionnalisantes, toujours dans cet objectif d'accompagner les volontaires vers une sortie positive de leur volontariat. Donc ce sont à la fois des formations que nous leur proposons et qui répondent à leurs besoins, comme par exemple la formation à la prise de parole en public, qui était vraiment une demande émanant du groupe de volontaires que nous avions accueilli à ce moment-là. Et par exemple également des simulations d'entretien professionnels avec la mission locale pour les volontaires au cours de leur mission, pour les aider à s'entraîner et puis à valoriser surtout cette expérience de volontariat dans leur recherche future d'emploi ou dans leurs entretiens qu'ils peuvent passer pour une poursuite d'études par exemple. Alors, si ça veut bien changer, voilà, être volontaire à la région, c'est également participer aux manifestations qui sont organisées sur le territoire régional. Alors évidemment, là je parle de la région, mais à l'échelle de votre collectivité, c'est quelque chose qui est voilà intéressant à faire aussi pour le lien qui se crée entre les différents volontaires que vous pourrez accueillir. Même si vous n'accueillez qu'un volontaire, c'est important pour elle ou lui de pouvoir connaître l'environnement dans lequel s'inscrit sa mission. Donc voilà, vous avez quelques petits exemples d'événements auxquels nos jeunes volontaires ont pu participer au cours de leur mission les années précédentes. Et enfin, être volontaire à la région Grand Est, c'est rencontrer d'autres volontaires, comme je le disais, à travers notamment des cafés des volontaires qui sont organisés régulièrement en visioconférence. C'est vrai que nous, on a voilà la particularité d'avoir un territoire assez large, et du coup, voilà, c'est pas forcément possible de se retrouver tous les jours en présentiel, mais on garde ce lien avec l'organisation de ces cafés qui visent à permettre aux volontaires de partager notamment des actualités sur leur mission, mais aussi poser des questions à l'équipe d'accueil sur voilà des aspects un petit peu plus administratifs de leur mission. Et puis, nous organisons aussi au minimum une fois par trimestre un regroupement qui rassemble tous les volontaires en physique. Et donc, c'est notamment au cours de ces rassemblements physiques qu'ils ont l'occasion de partager tous ensemble les temps de formation que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, évidemment, c'est assez synthétique, mais ça vous donne un petit peu une image de ce qui est possible de faire en tant que collectivité lorsque vous accueillez un volontaire en service civique. Sachez que de notre côté,
le développement du service civique fait partie intégrante de la politique jeunesse de la collectivité, puisque nous sommes mobilisés à la fois dans l'accueil de volontaires dans nos propres services et directions, mais aussi, et là j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, dans le soutien au développement de missions dans les territoires qui en disposent le moins à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire les territoires ruraux. Mais sans plus attendre, je vais céder la parole pendant quelques minutes à Solène, qui est volontaire chez nous et qui va pouvoir vous parler de sa mission et de sa toute récente expérience de volontaire, puisqu'elle est arrivée à la rentrée cette année dans notre service jeunesse. À toi la parole, Solène. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Solène Bellora. Je suis actuellement volontaire en service civique en tant qu'ambassadrice du Conseil régional des jeunes du Grand Est, à la région Grand Est. Donc, je travaille au siège de Strasbourg. J'ai bientôt 23 ans et je suis tout juste diplômée d'un Master 2 en sociologie que j'ai réalisé à Sciences Po Strasbourg. Et pour vous faire un peu mon parcours, pour vous raconter un peu comment j'en suis arrivée à faire un service civique. En fait, après mes années d'études, je souhaitais passer des concours pour rentrer en école de journalisme. C'est donc ce que je fais cette année. Et je souhaitais donc trouver en fait une activité en parallèle. Si elle était rémunératrice, c'était un plus. Ce qui est donc le cas avec le service civique et qui m'arrangeait bien dans mon projet cette année. Et je voulais aussi découvrir un autre aspect du monde professionnel. Non pas que je n'ai jamais travaillé, mais j'ai jamais réellement eu de mission et de travail qui était réellement en adéquation avec ma formation universitaire. Et c'est donc tout à fait ce que je peux faire en fait avec ma mission en service civique que j'ai actuellement. Pour vous résumer assez rapidement aussi ce que je fais durant cette mission, en fait, elle se compose de 2 volets principaux. Le premier, c'est donc le copilotage du Conseil régional des jeunes, qui est donc un conseil régional composé de 72 membres, qui ont tous et toutes de 15 à 29 ans, et qui prennent des décisions et font des propositions politiques en fait pour aider les jeunes de la région Grand Est. Donc j'aide mon tuteur à copiloter le Conseil régional des jeunes. On aménage donc des temps pour qu'ils puissent se rencontrer, avancer sur leurs projets. On mobilise également des intervenants pour nourrir leurs réflexions. Et on s'occupe également de les rassembler, de communiquer auprès d'eux et d'elles afin de voir s'ils ont de nouvelles idées ou s'ils avancent en fait sur leur projet. Et donc le deuxième volet de ma mission, il est plutôt relatif à la communication, d'une part interne. Donc je vous l'ai déjà mentionné, on communique beaucoup avec les jeunes du conseil régional pour faire du lien. Je rédige également, je suis en train de rédiger ma première newsletter à destination donc des anciennes mandatures du CRJ et aussi de certains partenaires de la région et des élus. Et également communication externe du coup. Et là, c'est, ma mission, elle porte plus sur faire connaître le Conseil régional des jeunes au-delà de la région et de ses membres en fait. Donc ça prend place particulièrement sur les réseaux sociaux. Et je suis actuellement sur la mission de lancement du compte Instagram du Conseil régional des jeunes du Grand Est, qui m'occupe pas mal en ce moment. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de ma mission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors du coup, je ne vois pas qui pose des questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à vous manifester. Benoît n'hésite pas à me le signaler. Pour l'instant, pas forcément. Voilà, comme dit, c'était plutôt une illustration de tout ce qu'a présenté Benoît précédemment. Et évidemment, tout comme Benoît, je resterai disponible pour toute question à l'issue de ce webinaire. Alors, j'ai levé la main. Je ne sais pas si elle apparaît sur ton écran ou pas. Non, justement. Un petit complément pour l'auditoire. D'abord, merci pour le témoignage de la volontaire. Pardon, j'ai oublié le prénom. Solène.
Merci pour ce témoignage. Juste quelques petits compléments. D'abord, Solène, alors, pardon, parce que je vais dire ça un peu comme ça, mais elle correspond typiquement aux statistiques globales du service civique sur la région. Que nous montrent en fait les statistiques, la plupart des volontaires en fait sont des volontaires qui sortent en fait d'études supérieures. Donc en gros, ils ont commencé des études post-bac, et puis à un moment donné, pour une raison ou une autre, alors là, il s'agit pour Solène de confirmer en fait une forme d'orientation et puis de s'investir sur une mission qui fait du sens par rapport à son choix d'aller vers le journalisme et puis de se confronter à une forme de sociologie de territoire. Mais la plupart des jeunes sont sur cette optique-là, c'est qu'il y a un moment de recul sur son projet. À titre comparatif, parce que je l'ai fait récemment avec nos partenaires allemands qui ont également un service volontaire en Allemagne, les jeunes le font beaucoup plus tôt, souvent à la sortie du lycée, comme une manière de transition de la vie étudiante à la vie d'adulte. En France, on voit plutôt un effet pause dans le parcours, c'est-à-dire je me suis embarqué sur une forme de formation post-bac, et à un moment donné, soit j'ai besoin de confirmer mon orientation, soit en fait je ne sais pas trop pourquoi je me suis lancé là-dedans. La plupart des jeunes nous disent je suis bon en maths, on m'a envoyé dans des filières scientifiques, mais en fait je me rends compte que je ne sais pas si je vais articuler mon projet d'avenir là-dessus, donc je fais une pause et en fait le service civique apparaît comme une case cohérente. Et puis autre complément, parce que j'ai rendu visite à la région il y a déjà quelques mois, mais c'est vrai que sur tout ce qu'a pu annoncer Solène, évidemment que son tuteur que j'ai rencontré fait tourner le conseil régional des jeunes et que Solène du coup s'y greffe et puis accompagne les démarches. On est vraiment dans quelque chose du pair à pair, c'est-à-dire de jeunes entre jeunes, qui fonctionne du coup très bien dans le conseil régional. Ça fonctionne très bien d'avoir quelqu'un de volontaire qui va animer en fait un groupe de jeunes autour de son investissement citoyen, politique. Évidemment, tout ça supervisé par un tuteur, mais en gros, on parle plus facilement de ces choses-là avec quelqu'un qui a une proximité d'âge que avec une personne plus institutionnelle. On l'a remarqué sur différents sujets, la santé, les addictions, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais les jeunes se parlent différemment entre eux. Enfin, en tout cas, on est bien sur quelque chose de très complémentaire dans ce sens-là. Je souhaitais le préciser. Merci. Alors du coup, n'hésite pas à me dire s'il y a d'autres questions. Si c'est pas le cas, on va peut-être enchaîner sur la présentation d'un dispositif plus spécifique. Céline, oui. Excuse-moi, il y a une question dans le chat. Oui. Allez, je te la lise ou... Oui, je veux bien. Oui. Alors, le PETR Bruche-Mosique comprend un EPCI classé à dominante rurale et 2 EPCI classés urbains. Sommes-nous potentiellement éligibles pour l'appel à projet service civique en milieu rural? Alors justement, j'y viens. Donc rendez-vous dans la présentation qui suit justement sur toutes les modalités de candidature et les conditions d'éligibilité et de sélection du dispositif service civique en milieu rural. Donc j'espère répondre à votre question grâce à cette présentation. Avant d'y venir, je remercie une nouvelle fois Solène pour sa participation. Et donc, je continue s'il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà, après vous avoir présenté le service civique de manière générale, donc à la fois les fondamentaux et également rapidement les démarches d'agrément, Benoît et moi souhaitions particulièrement vous présenter le dispositif région-État qui s'appelle tout simplement service civique en milieu rural et qui vise à soutenir les associations et les collectivités situées en milieu rural pour justement l'accueil de volontaires en service civique et donc le développement à la fois quantitatif et qualitatif des missions sur ces territoires et sur des missions particulièrement en lien aussi avec les enjeux de ces territoires. Hop, si ça veut bien changer.
Donc c'est un dispositif qui existe depuis 2017 et qui est un partenariat encore à l'heure actuelle unique entre une région et les services déconcentrés de l'État à la jeunesse, et il se matérialise chaque année par un appel à projet lancé conjointement par l'État et par la région, comme je disais, destiné aux associations et aux collectivités rurales, ce qui représente une nouveauté, puisqu'entre 2017 et 2022, le dispositif n'était accessible qu'aux associations implantées en milieu rural. Et donc, à partir de l'appel à projet en cours, les collectivités peuvent également répondre à l'appel à projet pour espérer obtenir un soutien pour l'accueil de volontaires. Donc c'est un dispositif qui a permis de soutenir plus de 600 missions depuis sa création, par pratiquement 40 partenaires, donc essentiellement, comme vous l'avez compris, associatifs, puisque les collectivités rurales n'ont pu répondre à l'appel à projet qu'à partir de cette année, sur tous les départements du Grand Est. Donc voilà, on a une couverture assez satisfaisante sur la région, même si évidemment il y a des départements qui accueillent peut-être moins de volontaires que d'autres, mais c'est aussi l'objectif du dispositif, c'est de relancer la dynamique dans ces territoires, en incitant les associations et les collectivités à répondre à l'appel à projet. Plus concrètement, justement, comme vous posiez la question, ça me permet de venir aux modalités, ou plutôt aux conditions d'éligibilité à cet appel à projet. Donc, comme je disais, association régionale ou locale, évidemment agréée par l'agence du service civique, et communes et intercommunalités rurales agréées par l'agence du service civique. C'est pour ça que ce webinaire s'est organisé de la sorte. On vous a d'abord présenté le service civique de manière générale et l'agrément, pour ensuite vous présenter l'appel à projet, puisque pour pouvoir y répondre, il faut être agréé au titre du service civique. Alors, je vous donnerai tout à l'heure le calendrier de l'appel à projet sur une année. Vous vous rendrez compte que étant donné que l'appel à projet est tous les ans lancé au printemps, c'est possible que ce soit un peu court pour, en tout cas, répondre au prochain appel à projet 2023-2024. Mais en tout cas, avec Benoît, on a pensé que c'était intéressant déjà de vous présenter cet appel à projet pour que vous puissiez soit y répondre tout de suite, soit l'avoir en tête pour l'année suivante. Au niveau des territoires éligibles, dans l'appel à projet comprend une carte interactive sur laquelle les associations et les collectivités peuvent cliquer pour faire une recherche territoire et justement voir si le territoire de réalisation de la mission est éligible pour l'inscrire dans le projet. Donc pour ça, on utilise une carte sur les territoires urbains et ruraux réalisés par l'ANCT. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. À gauche, vous avez les communes rurales et à droite, les intercommunalités rurales. Sachant que nous, ce qu'on prend en compte dans l'instruction des projets, c'est vraiment le lieu de réalisation de la mission. Il faut que le lieu de réalisation soit en territoire rural. Je prends l'exemple d'une association qui a son siège à Épinal, mais qui propose une mission de service civique qui a lieu sur plusieurs villages vosgiens. Dans ce cas-là, même si le siège de l'association est dans une zone considérée urbaine, on considère que le projet est éligible puisque le volontaire ou les volontaires réaliseront leur mission dans des zones à dominante plus rurale.
Pour les projets qui concernent plutôt des intercommunalités, là aussi, voilà, une partie de l'intercommunalité peut être considérée comme faisant partie d'une zone urbaine, mais dans ce cas-là, il faut que le projet puisse bien montrer que la mission se concentrera sur le territoire rural. Voilà, donc n'hésitez pas à la fin de la présentation à poser des questions à ce sujet-là, sachant que voilà, comme la démarche d'agrémentation tout à l'heure, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, sachant qu'ils sont compris, ils sont tous bien expliqués dans l'appel à projet. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous souhaitez par exemple que je vous envoie l'appel à projet de l'année précédente pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça s'articule, voilà, c'est une demande à laquelle je serais ravie, et puis Benoît également, hein, de répondre. Alors, il est toujours un petit peu sensible, pardon. Donc, en ce qui concerne cette fois-ci les critères on a vu les critères d'éligibilité. Maintenant, on va voir les critères de sélection. Donc les projets pour espérer obtenir un soutien conjoint de l'État et de la région via ce dispositif-là doivent bien évidemment respecter les fondamentaux du service civique. Alors je ne vais pas revenir dessus puisque c'est tout ce que vous a présenté Benoît en première partie du webinaire. Donc on y fait bien attention. Mais le plus en fait que représente ce dispositif, cet appel à projet par rapport à un accueil qui peut tout à fait se faire sans soutien d'un dispositif, c'est qu'il encourage les structures d'accueil à vraiment pallier les difficultés que peuvent rencontrer les volontaires spécifiquement en milieu rural. Et donc les principales difficultés, ce sont l'accès à la mobilité et l'accès au logement. Donc dans les projets, on reçoit des propositions qui sont faites, alors soit pour faciliter l'accès au logement, soit pour faciliter l'accès à la mobilité, soit les deux. Donc par exemple, ça peut être la prise en charge totale ou partielle d'un loyer. Voilà, à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité, c'est vrai que c'est assez intéressant au niveau des solutions qui peuvent être mises en place à destination des volontaires en matière de logement. En matière de mobilité, on a aussi voilà plusieurs solutions qui peuvent nous être proposées, comme par exemple l'achat d'un véhicule qui servira voilà aux volontaires pendant sa mission, l'achat d'un pool de vélo, le remboursement des frais kilométriques, tout un panel. Enfin, il n'existe pas une ou plusieurs ou une bonne réponse. C'est vraiment l'intérêt en fait de cette possibilité de financement, c'est d'aller accompagner les structures vraiment au plus proche des besoins des volontaires sur le territoire. C'est un petit peu des solutions que vous, en tant que structure d'accueil, vous montez sur mesure, hein, en fonction des besoins, et vous faites appel à nous pour vous aider à les financer. Évidemment, on est aussi on accorde aussi une certaine attention aux efforts qui sont faits par les structures d'accueil en ce qui concerne le recrutement de jeunes un petit peu plus éloignés des dispositifs d'engagement. Donc voilà, vous avez quelques exemples à l'écran. Voilà pour les possibilités et les critères dans le cadre de cet appel à projet. Je fais rapidement puisque je vois que le temps file, en essayant voilà de vous donner toutes les informations pour pouvoir ensuite répondre à vos questions. Donc là, vous avez à l'écran les pièces constitutives du dossier de candidature. Alors là, encore une fois, hein, tout ça est compris dans l'appel à projet, évidemment. Donc vous voyez que vous avez des pièces assez classiques, mais on est particulièrement sensible au fait que les structures d'accueil également
mettent dans leur dossier les fiches missions, en fait, les fiches descriptives de leur mission, ce qui nous sert à d'une part vérifier que les missions ne se substituent pas à un emploi, bien évidemment, mais aussi accompagner la structure d'accueil si par exemple on peut considérer qu'un binôme est plus adéquat sur cette mission, ou voilà, on a cette casquette avec Benoît d'instruction, mais aussi d'accompagnement des structures d'accueil dans la création de leur projet. En ce qui concerne le calendrier de l'appel à projet, comme je le disais tout à l'heure, il est généralement lancé au printemps, pour se terminer au tout début de l'été, et la sélection se fait en été, et elle concerne en fait les projets dont l'action se déroule sur l'année qui suit, hein, donc par exemple entre septembre 2023 et août 2024, c'est-à-dire que le projet d'accueil se situe dans cette fourchette de temps. Bon, je vous ai mis le rendu des justificatifs pour le versement de la subvention, mais ça c'est peut-être pas intéressant à ce stade-là. En tout cas, ce que je n'ai pas dit également, c'est que le financement en fait est réalisé à 50% par l'État et à 50% par la région. Donc c'est vraiment une instruction projet que l'on mène conjointement, et ce qui se ressent aussi dans le financement, puisque les projets sont financés à 50-50 par l'État et par la région. Alors, je vais peut-être arrêter le partage avant les petites questions. Comme ça, je vous vois cette fois-ci. Alors, est-ce que voilà, c'était assez condensé. Je m'en excuse d'avance. Je veux bien prendre vos questions avant de laisser la parole à Marie Laperto du CTOS 54, qui est une structure lauréate de cet appel à projet. Donc, ça sera aussi un témoignage intéressant pour vous. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à lever la main ou à mettre la question dans le chat. Pour l'instant, dans le chat, il n'y a pas d'autres questions que celles posées avant ta présentation et auxquelles tu as répondu, mais je vois qu'il y a 2 mains levées. Alors, je suis désolée si j'écorche les noms. Valérie et Donna Fat, c'est ça. Oui, alors nous on se demandait qu'est-ce qui était finalement pris en charge dans cet appel à projet. On a bien entendu qu'il y avait une participation de 50% de la région, 50% de l'État. Ce sont quoi? Ce sont les frais supplémentaires liés, par exemple, au logement ou à la mise à disposition de moyens de mobilité. C'est ça qui est pris en charge, et à hauteur de combien? Oui, alors tout à fait. C'est effectivement, comme je disais, toutes les solutions en fait qui peuvent être mises en place par la structure d'accueil pour de manière assez pendant tout le temps de la mission, faciliter le bon déroulement de cette mission. Donc effectivement, ça va être des actions supplémentaires qui ne seraient pas forcément réalisées en milieu urbain, puisque le besoin n'est pas le même. Donc j'ai parlé par exemple de solutions en termes de mobilité, solutions en termes de logement. Il n'y a pas une seule on n'a pas un quadrillage type à vous donner, et si vous ne rentrez pas dedans, ça ne va pas. Ce sont vraiment des solutions que vous proposez pour correspondre aux besoins sur mesure des volontaires en fonction de la connaissance que vous avez de votre territoire. Et puis c'est aussi quelque chose qui peut faciliter le recrutement quand le volontaire, au cours de l'entretien, sait qu'il pourra avoir accès à ce type de solution. C'est vrai que
voilà, l'accès au logement, l'accès à la mobilité, ça peut constituer un frein pour certains volontaires qui sont peut-être intéressés par la mission, mais qui se disent, moi, je vais pas pouvoir m'y rendre, ou moi, je n'ai pas les moyens de me loger sur place parce que j'habite trop loin, ou je viens même peut-être pas de la région. Donc voilà, c'est tout ce type de solutions que l'appel à projet soutient. Est-ce que vous avez déjà défini un plafond maximum de dépenses éligibles? Alors oui, alors tout ça c'est compris c'est expliqué dans l'appel à projet une fois qu'il sera lancé. Côté région, on est sur un plafond de 25 000 € par porteur, par structure. Et côté État, on est à peu près sur le même volume, on est à 23 000 €. Ce qui correspond à la partie 50%. Merci pour les informations, les réponses. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je crois que Louise en avait repéré une deuxième. Écoute, non, apparemment. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Alors, j'avais également un petit quiz, mais vu que le temps file, voilà, je vais plutôt, s'il n'y a pas d'autres questions, laisser la parole à l'une de nos structures lauréates sur cet appel à projet depuis quelques années maintenant. Donc, Marie, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors du coup, donc je suis Marie Laperto, agent de développement et tutrice de volontaires en service civique depuis 2 ans. Un petit peu pour présenter ma structure. Donc en fait, le comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle, donc le CDOS 54, est une association qui constitue la tête de réseau du mouvement sportif départemental. Et nos principales missions sont d'accompagner, de soutenir, de développer la pratique sportive, promouvoir les valeurs de développement de la pratique sportive, voilà, défendre les intérêts du mouvement sportif en général. Et on va mener plusieurs actions de manière telles que l'insertion, l'éducation, la santé, voilà. Il faut savoir que depuis 2016, le CDOS 54 dispose d'un agrément qui lui permet de mettre à disposition des clubs, des comités sportifs du département, des volontaires en service civique. Donc ce sont les structures sportives, les clubs, les comités, les ligues qui sollicitent le CDOS pour lancer des missions. Voilà. Pour notre petit chiffre à nous, en 2021, on a signé 71 contrats de service civique en intermédiation. Voilà. Pour ce qui est de l'agrément du CDOS, il nous permet de proposer des missions sport sur le territoire, d'apporter une aide et un soutien sur 4 grandes thématiques. Donc du coup, le volontaire est engagé en tant que sur les besoins des associations en tant qu'ambassadeur. Voilà. Donc ça va être ambassadeur pour nous, en tout cas, on a choisi ambassadeur donc de la pratique sportive, de la citoyenneté, de la santé et du développement durable. Voilà. Pour notre positionnement sur l'appel à projet du développement du dispositif en milieu rural, il nous a permis de mobiliser de nouveaux clubs et surtout de rendre accessible ce dispositif au plus grand nombre. Voilà. Pour nous, notre objectif, ça serait de signer 12 missions cette année, du coup, en milieu rural. Pour cet appel à projet, nous avons créé une mission spécifique que je vais vous évoquer un peu plus tard et on l'a appelée ambassadeur du sport en milieu rural, tout simplement. Pourquoi on est entré dans cet appel à projet-là? C'est parce qu'en fait, on a constaté que le nombre de structures basées en milieu rural qui sollicitent l'intermédiation est inférieur à celle en milieu urbain. Voilà, et il y a aussi quand même une méconnaissance sur ce dispositif-là. Certains clubs ne peuvent pas assurer une mission de 24 heures. Donc, du coup, on va évoquer avec eux la possibilité de mutualiser la mission, c'est-à-dire qu'ils aient une mission, par exemple, je sais pas, le volontaire peut faire 20 heures dans une association et 4 heures dans l'autre, par exemple. Voilà.
Et enfin, bien sûr, l'aide financière apportée par le CDOS, et c'est un vrai levier d'accès qui permet du coup à certains petits clubs de se lancer là-dessus. Pour les territoires, Céline en a parlé, c'est vraiment sur les zones à espace, enfin les zones dominantes à espace rural, qui est définie par la carte qu'elle vous a montrée. Voilà. Et nous, notre objectif à nous, ça serait de réussir à lancer 2 missions minimum par territoire rural. Voilà. Concernant le CDOS et les indemnités, il faut savoir que nous, le CDOS prend en charge l'indemnité de paiement mensuelle versée aux jeunes, donc celle de 100,35 €. Voilà, celle qui, donc ça, c'est les clubs qui sont éligibles du coup à cet appel à projet-là. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas éligibles, donc c'est eux directement qui versent cette indemnité aux volontaires. Voilà. Pour cet appel à projet également, on rembourse aux volontaires les frais kilométriques maison, lieu de mission. Voilà. Et comme a évoqué Céline tout à l'heure, je répète un petit peu, je suis désolée. Voilà, on va essayer de remédier aux problématiques, si par exemple de logement, pour le permis, des choses comme ça. Voilà. Le CDOS, dans le cadre de l'intermédiation, assure toutes les démarches administratives. Donc le recrutement, la contractualisation, l'accompagnement du jeune, c'est-à-dire le suivi de la mission, l'inscription aux formations, le projet d'avenir, et la réalisation du bilan nominatif. Pour le recrutement, ça passe déjà du début, donc c'est-à-dire coécrire la mission avec le club, la mettre en ligne, la diffuser sur le site du service civique, dans l'émission locale, sur nos réseaux sociaux, dans les universités, des choses comme ça pour aider au recrutement. Mais il faut savoir quand même que c'est les associations qui décident de qui ils vont recruter. Voilà, nous on est vraiment une aide là-dessus. Ensuite vient du coup le premier entretien avec la signature du contrat et de la convention. Donc là, je vais également répéter, mais finalement c'est ça. Donc là, on va les informer sur les droits et les devoirs de chacun. Donc ça va aussi passer par les congés ou les formations, des choses comme ça. Et pour notre part, on remet un polo rouge, voilà, pour les intégrer à la communauté de la structure olympique, tout simplement. Ensuite, pour le CDOS, nous on décide pour la partie tutorat, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons en charge à 100% cette partie-là, afin que le club n'ait pas la charge administrative à s'occuper. C'est-à-dire que nous, on a tous suivi, enfin nous, tuteurs du CDOS, on a tous suivi les formations obligatoires de tuteurs. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et également, on fait un suivi mensuel. Et donc là, sur ce suivi-là, donc ça va être les suivis des missions. Donc, est-ce que les missions sont bien respectées, le cadre réglementaire et des choses comme ça, ou s'il y a d'autres questions sur les missions. Également, donc les suivis des formations, donc les formations civiques et citoyennes et le PSC1, et le suivi du projet d'avenir, donc l'après-service civique. Voilà. Et bien évidemment, à la fin de l'émission, du coup, l'établissement du bilan nominatif. Voilà, donc c'est la synthèse finalement pour nous des 8 mois de mission et la valorisation des compétences. Voilà. Donc ce qu'on demande en contrepartie avec cette intermédiation, c'est que l'association doit désigner un référent chargé d'assurer le suivi de la mission au quotidien sur cette mise à disposition-là. Ça, c'est impératif pour nous. Voilà, parce que du coup, on n'est pas sur le terrain directement. Voilà. Sinon, par rapport aux problématiques, parce qu'il y en a quand même de petites finalement, on est quand même confronté à des clubs qui n'ont pas forcément la notion du dispositif service civique. Voilà, donc on va être quand même très vigilant, à savoir pourquoi ils veulent un volontaire en service civique, on va être très pédagogue et on va vraiment cerner leurs besoins. Voilà, et si par exemple ils nous disent qu'ils ont besoin d'un entraîneur, bon, on va les diriger vers autre chose que le service civique, quoi. Ça, c'est important. Concernant les jeunes, certains ont quand même du mal à se libérer pour les formations civiques et citoyennes qui sont obligatoires.
Donc voilà, on essaye de faire en sorte de les prévenir dès le début, de prévoir les dates, des choses comme ça, voilà, pour que tout se passe en douceur, bien sûr. Alors pour finir, je vais un petit peu vous expliquer les missions proposées par le CDOS dans ce cadre de cet appel à projet-là. Donc, comme je vous ai dit, le titre de notre mission qu'on a créé, c'est Ambassadeur du sport en milieu rural. Donc, c'est une mission polyvalente. Voilà. Elle permet aux volontaires pendant sa mission d'agir sur diverses thématiques, donc promotion, santé, citoyenneté, développement durable, en fonction des besoins du secteur rural concerné. Donc, les actions confiées aux volontaires sont choisies en fonction de la réalité locale. Voilà. Donc, pour vous donner quelques exemples, enfin voilà, si ça peut vous inspirer, sait-on jamais. Donc, en matière de promotion de la pratique ainsi que la pratique via différents moyens, donc ça va être la co-organisation d'événements, la création d'outils promotionnels, sensibiliser les bénévoles, les adhérents, les professionnels de l'association à l'accueil des nouveaux publics, aller à la rencontre de nouveaux publics pour faciliter leur intégration, être à l'écoute des attentes, participer à la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'accueil des nouveaux publics, des choses comme ça. En matière de citoyenneté, on va être plus sur promouvoir les valeurs, donc éducatives et citoyennes. Pour nous, du coup, dans des structures sportives, les traditions du mouvement olympique et sportif auprès de différents publics, lutter contre les dérives de certaines pratiques sportives, donc c'est-à-dire dopage, tricherie, incivilité, création d'outils de sensibilisation, d'accompagnement, de la mise en place d'appropriation de ces outils. Donc ça c'est pour ça. Et ensuite, en matière de santé, on va être plus sur le développement d'outils d'information, de sensibilisation, promouvoir et faciliter la mise en place de nouvelles offres de pratiques sportives fédérales spécifiques de santé, par exemple. Ça peut être des choses sur le bien-être, des choses comme ça. Et enfin, pour le développement de la pratique éco-responsable, donc là, le volontaire va être amené à faire le point sur les pratiques en vigueur au sein de l'association, créer encore une fois des outils, des moyens d'information destinés à faciliter les changements d'habitude. Voilà. Donc c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie d'être assez rapide, sachant que nous, quand même, on laisse aux volontaires la possibilité d'être force de proposition tant que ça va dans le sens de sa mission, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'intervention très complète. Alors, je ne sais pas si, du coup, il y a des questions. Moi, je voulais peut-être remettre un petit chapeau, peut-être pour simplifier pourquoi ce projet-là nous a intéressés et pourquoi, d'ailleurs, on a renouvelé après un soutien d'année en année, mais c'est vrai que le CDOS constitue vraiment un réseau d'accompagnement des clubs sportifs sur le territoire, et on sait très bien que les petites associations en milieu rural, elles ont du mal déjà à générer des projets, à accéder à tout ce qui peut être un peu technique, comme les demandes de subventions, accueillir un volontaire, constituer un agrément, etc. Comme les petites communes en milieu rural, occuper entre guillemets un jeune 24 heures, ça peut être compliqué pour une petite association comme une petite commune. Donc, le rôle du CDOS, qui est en fait de mutualiser des moyens, d'aider sur l'aspect un peu technique, on dispose déjà de tout le côté administratif, donc on ne vous demandera pas de le faire. Et puis, le volontaire, du coup, on mutualise son énergie sur ce petit club, mais peut-être aussi avec d'autres. Et puis, on les accompagne sur la logistique de circulation, etc. C'est exactement le cœur de cet appel à projet, de soutenir l'accès en fait des jeunes aux missions proposées en milieu rural. Donc de la même manière qu'on s'est adressé aussi un peu à vous en tant que collectivité, c'est pour vous dire cet appel à projet, il peut être très intéressant dans ce sens-là, c'est de se dire offrir ça aux communes de ma communauté de communes, aux communautés d'agglo, etc. Voilà, c'est un vrai enjeu de pouvoir faciliter et fluidifier en fait des actions qui peuvent du coup se répartir sur plusieurs localités qui, elles seules, n'auraient peut-être pas à la fois les moyens de monter administrativement quelque chose ou d'accompagner une initiative 24 heures par semaine. On a eu plusieurs exemples. Donc, merci pour ce témoignage qui illustre très bien le cœur du projet.
laisse les questions fuser s'il y en a, hein, évidemment. Avec plaisir. Bah oui, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Alors moi, je les vois pas par contre. Hein. Alors, dans le chat, il n'y a pas de questions. Mais il y a une main levée. Alors, oui. Bah, c'est la même personne que tout à l'heure. Comité de commune de Soeur-Eschelbronn. Oui. On vous écoute. Mais on ne vous entend pas. Voilà. C'est bon, on est là. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, pardon. C'est pas vraiment une question, c'est directement par rapport à ce qui vient d'être présenté. Ce sera peut-être plutôt pour les premiers intervenants. Nous, on réfléchit au niveau de la collectivité, de communauté de communes. C'est vrai que nos associations, comme vous l'avez dit, on a des petites associations dans des petits villages qui clairement vont jamais demander d'agrément et n'ont pas les capacités d'accueillir des jeunes 24 heures par semaine. Mais par contre, souvent, ont des projets et est-ce que nous, en tant que collectivité, on peut, comme le fait le comité qui a été présenté tout à l'heure, faire de l'intermédiation. En gros, si j'ai bien compris ça, c'est que nous, on fait un agrément pour des associations de notre territoire. Ou c'est quelque chose qu'on fait en partage avec eux ou c'est une mise à disposition? Alors, je ne suis pas aux manettes de la réglementation, mais les communes, enfin les collectivités ne peuvent pas faire d'intermédiation. D'accord. Par contre, vous pouvez très bien avoir un volontaire dans vos murs qui va être en lien avec des partenaires associatifs du territoire. Là où il faut être vigilant, c'est que le lieu de réalisation de la mission, c'est bien la collectivité. Après, il peut très bien passer du temps avec des partenaires en déplacement, etc. Mais évidemment, il ne faut pas que les 24 heures de mission, il les fasse dans des murs d'une structure tierce. Il est bien sous la responsabilité de la collectivité. Mais de la même manière que dans une communauté de communes, un volontaire peut circuler sur différentes communes du territoire. Je prends un exemple, mais admettons, je reprends le volet personnes âgées parce que c'est assez parlant. Vous avez plusieurs petits villages avec des personnes un peu esseulées, pas forcément âgées d'ailleurs, et vous avez un projet qui peut être très chouette à mener sur garder du lien avec ces personnes-là, savoir si elles connaissent bien, je sais pas, l'agenda culturel de la collectivité, les solutions proposées autour du plan canicule, autour d'événements culturels, enfin ça peut être différentes choses. Vous pouvez très bien dire à un jeune, le lundi matin, tu seras sur tel petit village, le mardi après-midi et le mercredi matin, ce sera plutôt sur un autre, ensuite on fera un point l'après-midi, etc. Et puis sur le dernier jour, ça sera une autre commune. Donc là, vous êtes vraiment sur une possibilité de faire circuler des jeunes sur le territoire auprès de collectivités comme auprès d'associations. Donc les initiatives, elles peuvent générer du lien. Après, il faut faire bien attention à ce que le projet se déroule dans les murs de la collectivité. Le jeune, son espace de travail, c'est à la collectivité. Il voit son tuteur, sa tutrice à la collectivité. C'est là que ça se passe. Voilà. Merci. La mise à disposition, on est vraiment sur un contrat qui est tripartite, où en fait, je dispose du contrat et je vous le mets intégralement à disposition. Donc ensuite, il se déroule dans une structure tierce et à la limite, il est plus dans les murs de la structure qui porte l'agrément. Il y a toujours un lien régulier, après à vous de voir quelle régularité, mais en tout cas, ça, il n'y a que les associations qui peuvent le faire. D'accord, merci. Je vous en prie. Il y aurait d'autres interrogations. On vous a suffisamment noyé d'infos. Bon, est-ce qu'il y aurait d'autres compléments à apporter, Céline, ou je me tourne vers nos partenaires du réseau rural, Louise, Clémentine, si vous souhaitez peut-être ajouter quelques infos. Alors,
En complément très rapide, vous pouvez retrouver les précédentes éditions de ce webinaire sur la chaîne YouTube du Réseau Rural Grand Est. Donc, vous retrouverez Céline et Benoît qui vous présenteront le service civique. Alors, chaque édition, voilà, on rappelle les grandes lignes du service civique, mais chaque édition a un petit peu une particularité. Ça va être sur comment obtenir agrément comme aujourd'hui, ou alors les spécificités de cet appel à projet. Donc vous pouvez retrouver, voilà, ça se complète. Donc n'hésitez pas à regarder. Le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré. Il va être récupéré, découpé et puis mis en ligne sur la même chaîne YouTube. On vous enverra dans tous les cas un petit mail pour vous informer voilà que c'est disponible. Et puis donc l'appel à projet sortira d'ici quelques mois. Il sera sur le site de la région et du réseau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup en tout cas. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de clôturer cette édition. Il y en aura d'autres, mais en tout cas, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour nous écouter, pour découvrir ou redécouvrir ce programme si vous en avez déjà entendu parler. Et puis, j'espère que ça générera des initiatives intéressantes. Et puis, on reste à votre écoute si vous avez des questions par rapport au service civique, l'appel à projet, pour vous accompagner dans vos démarches ou projets. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci à vous pour le webinaire très intéressant. Merci et Merci. on reviendra certainement vers vous, je pense. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Très bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci.